Eh bien, rebonjour et bienvenue toujours sur l'espace vidéo du site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer à travers la logique, à travers la science, la mystique, les religions, à travers la philosophie, que l'humanité, dans son ensemble, évolue progressivement vers son ultime perfection. Alors cette perfection, eh bien, elle est celle que tout le monde peut imaginer. Évidemment, ça concerne les siècles prochains. Il faudra encore peut-être 2, 3, 4, 5 siècles pour atteindre cet état-là. Peut-être 10 siècles, qui sait. Mais nous sommes à la fin du processus vers cette ultime perfection. Nous avons, entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates, il y a quelques millions d'années, et aujourd'hui, on peut mesurer tout le travail que nous avons accompli. Et donc, la plus grande partie de l'évolution a été réalisée. Maintenant, nous avons tous les ingrédients en main pour atteindre cette ultime perfection. On sait qu'on peut fonctionner maintenant de façon universelle. On connaît l'ensemble des êtres humains qui composent cette humanité. C'est la première fois dans l'histoire. Il y a 100 ans, il y avait plein de peuplades qui n'avaient pas été rencontrées. Il y avait plein de civilisations que nous ignorions. Et il y a 600 ans ou il y a 1000 ans, les rencontres intergroupes n'avaient pas encore été bien établies. Là, on est arrivé au moment où on peut connaître l'ensemble des êtres humains. On est au moment où on peut communiquer avec tous les êtres humains de la planète. Avec Internet maintenant, tous les groupes humains peuvent communiquer entre eux. Et c'est à ses débuts, hein. On est encore au début de ce processus d'universalisation. On a construit les structures pour fonctionner universellement. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, c'est la première fois qu'on rencontre ça. Au XXe siècle, ça a été créé. Au XIXe siècle, il n'était pas question de pouvoir le concrétiser, même si des philosophes le souhaitaient, même si des religions l'espéraient, cette unité universelle. Mais ils n'avaient pas les moyens de le réaliser. Maintenant, nous savons que nous pouvons arriver à créer un salaire universel. Nous commençons à faire passer des choses de la planète au niveau de l'universel, qui vont devenir le patrimoine commun. Les fonds des océans, l'air, les forêts, la stratosphère. Bientôt, dans peut-être il faudra encore un siècle ou 2 siècles, mais les rivières seront universelles, seront au patrimoine de l'humanité. Et finalement, l'ensemble des choses deviendront patrimoine de l'humanité, y compris les êtres humains. Donc chaque être humain sera considéré comme une œuvre d'art, en fait. Comme une des merveilles que personne n'a le droit de maltraiter, d'abuser ou quoi que ce soit. Mais il faudra encore un peu du temps pour arriver à ce degré. Voilà. Alors, pour préciser cette théorie, je profite bien souvent de certains ouvrages, des bouquins. Je m'appuie
sur des livres où je picore un petit peu quelques thèmes, quelques théories, et ça me permet de digresser et de pouvoir affirmer ma théorie. Et là, eh bien, j'ai pris appui sur une émission de France Culture qui s'appelle Avec Philosophie, dans une série qui est consacrée à la compétition, les nerfs de notre vie, le nerf de notre vie, qu'a vraiment dit Darwin dans la seconde partie. Et donc, je vais reprendre la lecture, c'est la deuxième vidéo à propos de Darwin, je reprends la lecture et voilà, je digresse à partir de cette connaissance. Georges Chapoutier, Darwin était lamarckien, avez-vous dit d'entrée de jeu? Oui, mais... Non, il a développé, oui, comme vient de le dire Philippe, il a développé une thèse de lutte pour la vie qui s'est avérée extrêmement fructueuse pour la sélection ensuite, mais elle a été adoptée par ce qu'on appelle le néo-darwinisme maintenant, qui reprend de Darwin cette sélection naturelle et il rajoute des mutations, hein, des caractères génétiques. Donc la théorie, disons, pour simplifier les choses, la théorie en vogue jusqu'à une date récente, c'était le néo-lamarckisme, c'est-à-dire la sélection naturelle plus des mutations. D'accord, mais je voulais juste qu'on parle du darwinisme avant de passer au néo-darwinisme. Est-ce que Darwin change quand même la donne dans sa théorisation après Lamarck, dans la proportion qui vient d'être dite, exposée très précisément par Philippe Hunnemann? Vous êtes d'accord? Oui, parce qu'il change d'approche. Il convainc. Oui. Il entraîne la conviction. Et alors, surtout, c'est un problème de hasard, c'est-à-dire qu'il fasse... Voilà, alors, il entraîne la conviction. Eh bien, évidemment que c'est le principe. Et c'est en fait ce que je souhaite à la théorie, à cette théorie selon laquelle l'humanité va vers sa perfection. Si les scientifiques parviennent à... Parce que ça passe toujours par la science, c'est la science qui peut donner l'accord, en fait, d'une théorie. C'est la science qui a confirmé la théorie de Darwin. Au début, elle était contestée, elle faisait peur, etc. Et puis, à force, elle est rentrée dans la logique. Et maintenant, à part quelques personnes hostiles à cette théorie, globalement, l'humanité l'a adoptée. Eh bien, le jour où la théorie de la mécanique universelle, mais bon, elle n'appartient pas à la mécanique universelle, c'est simplement, je suis un des rénovateurs de cette théorie en réalité, parce que bien avant, il y a déjà eu des visions, on va dire, de l'évolution de l'humanité vers son ultime perfection. L'Apocalypse, c'est ça, hein, c'est l'évolution. Donc, il y a quelques milliers d'années, les sages, les intuitifs qui ont imaginé ou qui ont reçu le livre sacré pour les religieux, pour ceux qui restent sur ce qui est raconté dans les livres sacrés. Mais donc moi je préfère penser que c'était des hyper intuitifs qui ont l'intuition, en fait, elle permet, c'était des sages qui cherchaient et qui ont eu l'intuition à un certain moment. Ça vient au bout d'une recherche, comme Einstein, quand il découvre, il a l'intuition de la relativité, c'est un moment comme ça, c'est une intuition puissante qui va arriver, et il y a plein de scientifiques qui ont
travailler de la même manière Newton avec la gravité, etc. Bon, on voit bien que ça part d'une intuition. Mais même dans l'art, Duchamp, il passe devant un magasin, il voit un urinoir et ça lui donne l'idée du ready-made. Et ce ready-made, il influence tout un siècle, et peut-être 2 siècles. Donc, on voit à quel point, à partir d'une intuition, l'humanité fait des bonds derrière. Et donc, cette théorie qui a déjà le fait que la théorie qui essaye de démontrer que l'humanité va vers son ultime perfection, elle a déjà été pensée par Moïse peut-être, par les grands prophètes de cette époque, etc. Et puis dans l'hindouisme aussi, et dans toutes les grandes spiritualités, se sont posées la question de l'évolution à un certain moment. Et donc, l'intérêt que ça devienne une norme, comme le darwinisme, eh bien, c'est que l'humanité est obligée à ce moment-là de passer sur la paix. Si l'humanité dans son ensemble comprend que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, que l'ensemble humain travaille à ce perfectionnement, eh bien, au lieu de le travailler de façon antagoniste, par la compétition féroce, par la guerre, par la violence, par la destruction, en même temps par la solidarité, par l'amour, par les rencontres, par Confucius, le système Confucius ou le système en Europe, c'est... bref, voilà, ces rencontres intercontinentales, intercommunautaires, etc., qui sont de plus en plus fréquentes. Alors, il y a l'évolution positive et puis il y a l'évolution par la destruction. C'est la même chose. Mais malheureusement, c'est l'évolution inconsciente, l'évolution que moi j'appelle l'évolution des bourrins. Mais bon, ils sont nécessaires dans un monde inconscient. Mais quand on passera sur la conscience, que l'évolution de l'humanité est notre but, la perfection, eh bien on sera obligé de travailler ensemble, de dire bon ben c'est bon, on arrête nos conneries, notre but c'est d'atteindre cette perfection pour l'ensemble humain, ben, on va commencer à travailler tranquillement dans cette direction, mais en partageant les connaissances de façon vraiment claire, pas en compétition comme là les Américains et les Chinois qui chacun tirent leur... S'ils peuvent se faire des croche-pieds, enfin empêcher l'autre d'évoluer, ils vont le faire. Et c'est absurde quand on y réfléchit, mais c'est la façon dont on tire notre énergie. Voilà, je continue. Que les fruits soient hauts ou bas pour les girafes, qu'il fasse froid ou chaud à certains moments, bon... peu importe, ce sont des événements conjoncturels, il n'y a pas de sens de l'histoire et ça va produire des évolutions d'espèces. Ceux qui sont héréditairement les plus adaptés vont se reproduire mieux. Mais il n'y a pas de sens de l'histoire et c'est ça l'erreur. En somme, on pense que le darwinisme enlève le sens de l'histoire, que les espèces, bon voilà, les girafes, leur cou grandit parce qu'il faut, pour s'adapter au système, mais que ça enlèverait le sens de l'histoire, mais pas du tout. Oui, il y a la girafe, son cou, celles qui auront les plus longs coups résisteront plus à l'évolution et transmettront plus de gènes, etc. D'accord, il n'y a pas de problème, mais ça c'est inclus dans le fait qu'il y a un sens de l'histoire et que l'humanité va vers une finalité bien précise. C'est vrai que du point de vue des théologiens, par exemple, ceux qui cherchent une finalité dans la création du monde, il est beaucoup plus problématique, Darwin, que Lamarck. Oui, tout à fait.
On est d'accord? Tout à fait. On parlera de la finalité après tout à l'heure, parce que j'ai une thèse là-dessus personnellement. Mais on n'en est pas là, effectivement. Formuler comme ça, la thèse darwinienne, elle fait appel au hasard. Elle est aléatoire. Voilà, mais ça, c'est son point de vue. On peut, c'est comme, est-ce qu'il existe Dieu? Est-ce que moi je dis que Dieu existe, lui dit que Dieu n'existe pas, et tous les deux aucun des deux ne peut le prouver. Que Darwin pense que les choses sont faites, que c'est le hasard qui domine, et ceux qui pensent que tout ça c'est dans un schéma bien établi, qu'il n'y a pas de hasard, eh bien les deux peuvent, tant qu'aucune preuve ne peut être apportée, il n'y a que celui qui se rapproche le plus de la logique qui peut emporter en fait la partie. À son époque, c'était peut-être que le hasard, ça correspondait plus à un monde qui voulait se débarrasser de Dieu pour rentrer entièrement dans la science. Mais maintenant, on doit sortir de cette époque de matérialisme pur. Et c'est ce qui va se passer. Voilà. Mais en même temps, ne serait-elle pas compatible à un second niveau avec l'idée que tous les coups sont joués par le joueur de dés qui pourrait être Dieu si on est croyant. Oui, Darwin n'est pas totalement incompatible avec l'idée que tout cela a été orchestré. Et d'ailleurs, il y a aussi des gens qui, avec Darwin, rétablissent une espèce d'idée du grand architecte. Ça n'empêche pas. Regarde de Chardin, par exemple. Oui, tout à fait. On ne sait pas. Alors pourquoi fait-il tant de... Est-il si... Parce que si odieux pour les... Lui n'a pas voulu faire appel au doigt de Dieu, je tentais de dire. Ouais. Lui, il part d'un modèle strictement aléatoire. Mais il avait raison, parce que c'est en tant que scientifique, il était important qu'il écarte l'idée de Dieu à ce moment-là. Mais simplement, c'est pour travailler correctement. C'est comme les physiciens ne peuvent pas aller dire avant le Big Bang, ce qui a créé le Big Bang et qui a créé cet univers, c'est le divin. Ils peuvent dire c'était le vide quantique, c'était dans un espace qu'on ne connaît pas, mais où la matière et l'univers étaient potentiels, existaient potentiellement. Mais voilà, c'est pour une question de confort scientifique, c'est tout. Et pendant un moment, les religieux ont dominé la scène, et quand la science a pris et écrasé, en écrasant les scientifiques, en neutralisant le maximum les scientifiques qui voulaient s'écarter du religieux, et puis quand la science a pris le pouvoir, elle a fait la même chose, elle a écarté c'est un système de dominant. Quand un nouveau dominant, lion, prend le pouvoir, ou primate, chimpanzé, ben, il écarte l'ancien et il ne veut même pas le voir. Il faut attendre un moment pour qu'il admette à nouveau dans le groupe. Et et ben là, c'est pareil. La science, elle commence à arriver au moment où elle va pouvoir admettre que le spirituel revienne. Il n'est pas interdit de le rattacher à des thèses métaphysiques autres, bien entendu. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, alors en fait, la question du rapport avec Dieu, elle est fondamentale. Etc., c'est complexe. Oui. En deux mots, bien évidemment, il y a... Et c'est ça qui est terrible, c'est que les philosophes ne peuvent pas non plus, ils sont encore dans une tradition où on ne peut pas parler de Dieu. Donc c'est très compliqué pour eux de se pencher sur cette question-là. Quand même assez vite une incompatibilité entre les thèses théologiques et le darwinisme. Et cette incompatibilité, non. Et je vais détailler dans un instant, cette compatibilité, elle a à voir avec la notion de finalité. Donc si on revient à ce qu'on disait, donc si on prend le processus de sélection naturelle, qui encore une fois pour Darwin est la cause principale de l'évolution. C'est-à-dire que Darwin pensait qu'il y avait plusieurs causes de l'évolution, dont les causes lamarckiennes, qu'il appelait l'usage et le non-usage. Mais la principale, et c'est ça la thèse darwinienne majeure, hein, oui. C'est la sélection naturelle. Et la sélection naturelle, on peut la décomposer. Il y a deux choses. Il y a de la variation, et la variation, c'est ça qui est aléatoire. C'est-à-dire que c'était la variation, la taille des girafes. Il y en a des petites, il y en a des... Alors, voilà. Donc, je vais arrêter là pour cette vidéo. La variation est aléatoire. Mais
dans l'aléatoire, il y a quelque chose de... Il y a de la certitude dans l'aléatoire. Voilà, par exemple, vous avez 3D. Et vous pensez que à un certain moment, vous pouvez faire 3-6 à la suite. 3 fois 3-6. Ou 5 fois 3-6. Ça paraît extrêmement peu probable. Il faut lancer 1 million de coups, par exemple. Mais si on a le droit de lancer 400 millions de coups, ou 200 millions de coups, eh bien forcément, à un certain moment, apparaîtra cette série particulière. Et là, c'est la même chose. Dans le groupe de l'évolution, le nombre d'individus fait qu'à un certain moment, obligatoirement, ce qui était aléatoire ne l'est plus. Ça devient une obligation, une certitude. Il y a un moment, dans le processus qui a conduit au premier singe, eh bien, les animaux qui ont amené à ce qu'il y ait un premier singe, ils étaient tellement nombreux, il y avait tellement de possibilités de copulation et d'enfantement que dans ces millions de possibilités, à un certain moment, il y en a une qui a décalé génétiquement le système qui va donner la lignée des primates dont nous sommes issus. Et pareil pour la lignée de l'homme. Il a fallu qu'à un certain moment, dans les primates, il y ait une possibilité que un petit groupe humain, peut-être une paire d'humains, se différencie génétiquement, s'accouple, mais il ne pouvait pas ne pas se passer. Ça ne pouvait pas ne pas se passer. Il y avait tellement de coups comme le fait de faire 3 fois ou de gagner au loto. Il y a tellement de gens qui vont acheter les tickets qu'à un certain moment, il y a toujours un type qui va gagner. Et si on multipliait par 10 le nombre de tickets, il y aurait forcément à chaque fois un gagnant. Voilà. Ben, c'est exactement ça qui fait que, à un certain moment, eh ben, la vie s'est répandue de cette manière selon un ordre établi, selon une règle déjà établie. Voilà. Qui était inclus dans l'esprit ou dans la chose qui a mis en œuvre le Big Bang, qui a mis en œuvre l'univers. Quand il a mis en œuvre l'univers, cet X, cet inconnu, cette chose dont on ne connaît pas, dont on ne peut même rien dire, même pas penser à la limite. Mais bon, il faut penser. C'est notre obligation humaine. Mais quand ce X a décidé de mettre en œuvre l'univers, avec les lois qu'il a mis pour que cet univers se répande, qu'à un certain moment la Terre apparaisse, que dans la Terre à un certain moment la vie puisse apparaître, que la vie puisse évoluer, etc. Tout ça, c'était prévu avant que le Big Bang soit mis en œuvre. Voilà. C'est obligatoire qu'il y ait tous les ingrédients pour que le processus prenne. Il ne manque pas un ingrédient pour que ce développement ait eu lieu et d'où nous sommes issus. Voilà. Voilà les amis, ce qu'on peut dire sur cette deuxième vidéo. Alors, je vais vous préciser encore une fois que vous pouvez mettre des pouces si vous pensez que ces vidéos ont un peu de sens, mettre des pouces, vous abonner, envoyer le lien à vos amis, allez visiter le site mécaniqueuniverselle.net, il y a toujours un lien en dessous et c'est là où j'explique vraiment tout le processus de manière beaucoup plus limpide.
Voilà, beaucoup plus profonde, on va dire. Et puis, vous pouvez laisser des commentaires si vous voulez. Voilà. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre bienveillance. Et je vous dis à très bientôt. Merci.